Il y a une vingtaine d'années, l'esthétique et l'exigence régnaient partout. C'était un âge de dessin sur papier noir, c'était un monde de belle musique, c'était le temps des années 90. Gens ordinaires durant le jour et spectateurs durant la nuit. Nous avons été trahis par les diffuseurs que nous avions juré de soutenir. Un sortilège nous a obligés à attendre pour une vingtaine d'années. Maintenant, ici, sur Internet, nous sommes délivrés de ce sortilège et nous visionnons de nouveau. Nous sommes les youtubeurs qui veillent la nuit. Nous sommes les critiques. Tu te rappelles Gargoyles? Tu parles de cette série qui a été conçue par Disney pour rivaliser avec Batman la série animée et qui s'est du coup retrouvée à être une série atypique parlant de vieilles légendes. Elle a une immense communauté de fans outre-Atlantique qui s'est développée à l'époque où ce n'était vraiment pas courant. Mais elle est relativement peu connue en France. Ou du moins, si tout le monde sait que ça existe, il semble que peu de monde se souvienne de ce qui se passe vraiment dedans. Les épisodes ont été difficiles à trouver en français et vu de loin, elle doit ressembler à un de ces innombrables ersatz de Tortue Ninja. Sans compter le problème de la canonicité de la saison 3 sur lequel on reviendra. Donc, même si le titre de cette série est très connu, je pense qu'il faut quand même en parler. La comparaison avec les Tortues Ninja donne sans doute une image un peu réductrice de la série, mais elle ne manque pas de pertinence pour autant. Gargoyles, c'est bien la réutilisation de la formule Tortue Ninja, mais en sérieux. Il y a de l'humour, en particulier de l'humour de style réplique qui tue, mais les enjeux, les personnages et l'univers sont sérieux. Et pourtant, c'est un univers où existent Macbeth et ses sorcières, le lion et la licorne de la fable, le golem de la légende, les monstres de la mythologie grecque, du moins leurs descendants, sans oublier Titania et Oberon qui citent du Shakespeare dans le texte, parce qu'il y a ça aussi. Entre Shakespeare, Lewis Carroll, les différentes mythologies du monde entier et que sais-je encore, le champ des références de cette série est plus vaste que le désert de Gobi. J'ai pas dit réaliste, j'ai dit sérieux. Tortue Ninja c'était autoparodique alors que Gargoyles c'est épique. Ça, c'est rien de le dire. Tous les personnages, sans exception, sont des garistou. Ils se caractérisent par des compétences exceptionnelles, et quand il y en a un qui perd face à un autre, ce n'est jamais parce qu'il a fait une erreur, mais parce que l'autre a été trop fort. D'ailleurs, dans la plupart des séries de super-héros, les super-vilains apparaissent à cause des super-héros. Soit parce que ceux-ci font une erreur, soit parce que les super-vilains sont une conséquence regrettable mais inévitable de la présence des super-héros. Ici, ce n'est pas ce qui se passe. Ici, le super-vilain se fait tout seul et crée les super-héros qui vont l'affronter. En même temps, est-ce que Gargoyles est vraiment une histoire de super-héros? Difficile à dire. Le fait qu'il faille rien moins que 5 épisodes pour installer la situation de départ donne une idée de sa complexité. Et elle est loin de se simplifier par la suite. Là, il va falloir que tu rentres dans les détails. Gargoyles, ça raconte quoi? Laissons Benoît Alman nous le dire. Statue de pierre durant le jour et guerrier durant la nuit. Nous avons été trahis par les humains que nous avions juré de protéger. Un sortilège nous a changés en pierre pour 1 millier d'années. Un peu plus détaillé, s'il te plaît. Bon, ok. Donc, dans l'univers de notre histoire, les humains ne sont pas les seules créatures civilisées à habiter sur Terre. Il y a la race des elfes et certains monstres mythologiques qui vivent à l'écart de l'humanité. Mais surtout, nous avons coexisté jusqu'au Moyen-Âge avec des créatures mi-hommes, mi-animaux divers avec des ailes, dont la caractéristique est de se changer en pierre pendant le jour. Un scientifique explique dans un épisode que les corps de gargouilles dépensent tellement de calories au moindre mouvement que l'état de statue pendant le jour est une étape nécessaire pour accumuler suffisamment d'énergie solaire pour arriver à bouger pendant la nuit sans avoir à se nourrir en permanence. Les gargouilles pensent, parlent et vivent en clan et leur société est tellement collectiviste que leurs enfants sont élevés par tout le clan sans tenir compte des parentés biologiques. Qu'il n'y a du coup aucun souci avec les mariages consanguins puisque toutes les gargouilles de même génération sont considérées comme frères et sœurs. Et qui ne prennent même pas la peine de se donner des noms tellement chaque individu ne fait qu'un avec son clan. En revanche, cette espèce a un sens très aigu du territoire et de la préservation. Ils n'ont aucun problème avec les humains qui viennent s'installer chez eux tant que ceux-ci respectent et préservent la paix de l'endroit. Mais si quelqu'un vient foutre le bordel, il a intérêt à compter ses abattis parce que les gargouilles s'empressent de le foutre dehors vite fait. On notera au passage qu'au début de notre histoire en tout cas, résoudre un problème pour les gargouilles ça consiste juste à déplacer sa source hors du territoire. Ce qui se passe hors des frontières, on s'en fout. Cet état des choses fait que dans divers endroits d'Écosse, d'Angleterre, et on apprendra par la suite que c'est aussi le cas dans d'autres parties du monde, les humains et les gargouilles se sont habitués à signer des pactes d'association. Les gargouilles protègent les châteaux construits par les humains et on suppose qu'en échange, les humains veillent à ce que rien n'arrive aux gargouilles pendant la journée quand ils sont changés en pierre.
Les poses menaçantes que prennent les gargouilles au moment d'être figées par le soleil, ou plutôt par l'heure du lever du soleil, c'est une opération de com pour signifier aux ennemis « Nous cherchez pas des noises parce qu'on a des gargouilles et elles vont pas aimer ». Le problème, c'est qu'on voit rarement deux espèces au fonctionnement si différent coexister dans un petit espace sans que ça crée des frictions. Et s'ils sont fort contents de voir les Vikings éloignés du château, la princesse Catherine et ses sujets, colloques des gargouilles de notre histoire, ne se sentent pas très à l'aise avec ces créatures si puissantes et imposantes dans leurs murs. Ça peut se comprendre, on est toujours content d'avoir un ami très costaud, mais c'est plutôt normal de se demander ce que cet ami pourrait nous faire si un jour on lui marche accidentellement sur le pied. Au château de Wyvern, tous les humains ne partagent pas cette peur. Le problème, c'est que la plus virulente envers les gargouilles, c'est la princesse elle-même. Goliath, on a bien fait de t'appeler ainsi. Tu es un soldat aussi valeureux que le géant philistin qui a combattu David. Vous feriez bien de vous rappeler, capitaine, que le Goliath de la Bible était aussi une brute et un sauvage. Quand elle était petite, son père a échappé de justesse à une tentative d'assassinat et elle tient les gargouilles pour responsable de l'incident. Et naturellement, comme c'est la princesse, l'ensemble de sa cour la suit dans son mépris. Le chef du clan, Goliath, qui est le seul à avoir un nom parce qu'il est nécessaire d'en avoir un pour les relations diplomatiques avec les humains, choisit d'ignorer les insultes et le mépris car il comprend bien que c'est la peur qui dicte ses agressions. Mais son attitude est désapprouvée par sa petite amie et par l'un des rares humains à être de leur côté, le capitaine de la garde. Visiblement, cet homme a lui aussi un sens aigu de la justice car le racisme dont ses amis font l'objet finit par lui devenir insupportable. Lui et la petite amie de Goliath fomentent un complot pour envoyer les gargouilles loin du château afin que, surprise par le jour, elles ne puissent revenir à temps pour protéger la princesse Catherine et ses sujets quand les Vikings reviendront les attaquer. Ils ont sous-estimé le sens du devoir de Goliath, qui refuse d'emmener l'ensemble du clan dans la direction que les deux comploteurs lui indiquent. Il ne part qu'avec son mentor, l'ancien chef du clan, qui lui a passé le commandement lorsqu'il est devenu trop vieux, et demande au reste des gargouilles de veiller sur le château en son absence. Avant de partir, il remarque 3 gargouilles adolescentes qui foutent un peu le bordel comme font tous les adolescents. Il les punit en les consignant dans la grotte d'éclosion des œufs pour la journée. Il punit le chien aussi. Oui, c'est un truc bizarre, ils ont un chien qui est une gargouille aussi, se change en pierre comme eux, mais ne parle pas, n'a pas d'aile et se conduit comme un chien. Au début, on était choqués parce qu'on croyait que les gargouilles traitaient leurs handicapés mentaux comme si c'était des animaux de compagnie. Mais les comics nous apprennent que c'est une espèce à part de gargouille, une espèce bestiale, et que tous les clans sont censés en avoir. Bon, ça suffit les digressions, c'est déjà assez dur à résumer comme ça. Même si presque tout le clan est resté au château, la petite amie de Goliath et le capitaine ne renoncent pas à leur plan pour autant. Le capitaine exhorte les Vikings à attaquer pendant le jour quand les gargouilles sont statufiées et sabote les armes des gardes du château pour qu'ils ne puissent pas se défendre. Il promet à la petite amie de Goliath qu'il veillera à ce que rien n'arrive aux gargouilles, mais la petite amie n'a pas confiance et elle va se cacher loin du château avant que le jour se lève. Évidemment, une fois que les Vikings se sont emparés du château, leur chef veut détruire les gargouilles pour ne pas être poursuivi une fois la nuit venue. Le capitaine essaye de l'en empêcher mais n'y arrive pas. Et hop, tout le clan est décimé, à l'exception de Goliath et son mentor qui ont été surpris par le jour hors du château, la petite amie de Goliath qui s'est cachée ailleurs, et les 3 adolescents accompagnés du chien qui ont été punis et se trouvaient cachés dans la grotte. Et quand Goliath revient et trouve tous ses frères en gravats, il est pas content, mais pas content du tout. Aussi horrifié que lui, la petite amie de Goliath n'ose pas se montrer. Ce qui fait qu'il ignore qu'elle a survécu. Il rassemble les gargouilles survivantes et part à la poursuite des Vikings pour délivrer la princesse Catherine et ses sujets qui ont été enlevés par eux. Apprenant que les gargouilles fondent sur lui, le chef viking décide d'exécuter la princesse et il l'entraîne à part pour l'égorger. Goliath arrive à temps pour la sauver, mais entre-temps, le magicien de la cour, amoureux d'elle et persuadé qu'elle est effectivement morte, devient furieux contre les gargouilles dont l'intervention a provoqué l'exécution de la princesse. Il leur jette un sort pour qu'ils soient changés en pierre même la nuit, dont l'effet durera jusqu'à ce que leur château soit au-dessus des nuages. Malheureusement, quand il découvre le malentendu, il ne peut lever le sort. Le chef des Vikings, durant leur captivité, avait brûlé la page de son grimoire correspondant à l'annulation. Donc Goliath demande au mage de lui jeter le sort aussi afin qu'il puisse partager le destin de ses compagnons. Restée seule, la petite amie de Goliath s'en va de son côté. On va passer rapidement sur ce qui lui arrive à elle, sur la façon dont un pacte fait avec Macbeth, oui le Macbeth de Shakespeare, la rend immortelle et lui permet de traverser les siècles éternellement jeune. Précisons tout de même pour la suite qu'elle gagne un nom dans l'histoire. Macbeth la baptise Démona. On va passer rapidement également sur l'extinction de la race des gargouilles de Grande-Bretagne, à laquelle Démona n'est pas totalement étrangère d'ailleurs, massacrée par les humains qui n'ont plus envie de coexister avec des créatures si puissantes. Allons directement au XXe siècle, époque à laquelle l'humanité a oublié l'existence des gargouilles, et où le multimilliardaire David Xanatos, oui David comme dans David et Goliath, symbolisme, entend parler du château, des gargouilles et du sortilège, se dit que ce serait vachement kiffant d'avoir des gargouilles à son service, achète le château et le fait transporter pierre par pierre à New York pour le reconstruire au sommet de son building, assez haut pour être au-dessus des nuages, condition pour briser la malédiction. Ça n'a rien d'incongru, c'est effectivement un truc que font les Américains ça, acheter des monuments historiques pour les transporter pierre par pierre aux États-Unis. Goliath et ses amis sont donc délivrés de la malédiction et se réveillent après 1000 ans de sommeil en plein Manhattan. Xanatos essaye d'en faire ses hommes de main, mais il y a 2 grains de sable.
Le premier, c'est que Goliath se rappelle parfaitement que la dernière fois qu'il a travaillé pour des humains, ça s'est pas bien terminé, alors il est méfiant. Le deuxième, c'est elle, Elisa Maza, inspecteur de police, dont les chutes de gravats et bruits de bagarre en haut du building ont attiré l'attention. Nullement impressionnée par la richesse de Xanatos, elle s'introduit dans le château, rencontre les gargouilles, et a l'occasion de leur expliquer 2-3 trucs sur le monde moderne et de leur montrer 2-3 preuves que Xanatos est pas franchement fiable. Là encore, on va passer rapidement sur les événements, mais elle finit par les convaincre, grand drame, de quitter leur château, de s'installer dans le grenier du commissariat et de considérer désormais tout New York comme le territoire à défendre. Donc on en revient à notre question, est-ce une histoire de super-héros? Pas si sûr, mais pas facile de trancher. Une histoire de super-héros, c'est une histoire où un personnage se sert de ses compétences pour pallier les injustices du système, mais ne cherche ni à détruire ni à se substituer à ce système. Par conséquent, ses actions sont plus des interventions quotidiennes à petite échelle. En revanche, ses actions ont pour but de résoudre le problème, pas de l'envoyer ailleurs. Gargoyle s'est très inspiré du genre super-héros, mais au final, on voit assez peu souvent les gargouilles arrêter les petits criminels de New York ou sauver les gens. Au début, c'est plutôt une histoire de guerre des gangs, comme les Tortues Ninja. Il y a les gargouilles d'un côté qui essayent de survivre, et les méchants de l'autre qui essayent de s'emparer des gargouilles, chacun ayant une raison pour le faire. Puis il y a un épisode de transition durant lequel les gargouilles prennent la décision de devenir des super-héros. Cependant, même après cet épisode, leur activité de justicier se fait le plus souvent hors cadre, même si elle est fréquemment évoquée dans les dialogues. Le cœur, l'enjeu des épisodes, c'est plutôt la quête d'immortalité de Xanatos, le désir de Démona d'éradiquer l'humanité entière, le conflit intérieur de Coldstone, et les diverses motivations de Macbeth qui s'adaptent aux besoins du scénario. À partir de là, peut-on encore parler de super-vilains, de super-héros et de New York, ou sommes-nous plutôt dans contes et légendes épiques du XXe siècle? Témoin cet arc interminable où Goliath et Elisa, tout seuls, sont envoyés à différents endroits du monde où le destin a prévu que leur présence permette de résoudre un problème. Là, on ne sent plus vraiment l'inspiration Batman. Oui, bon, cet arc est un peu un ovni par rapport au reste de la série et pas forcément très représentatif. Il n'est pas mauvais en soi, c'est juste que non seulement il donne l'impression de se retrouver d'un seul coup dans une autre série, où l'ambiance n'est plus la même, et où le fil rouge de l'intrigue est laissé en suspens pour une vingtaine d'épisodes, mais en plus il nous prive sans prévenir et au pire moment de la moitié de nos personnages préférés et de la suite des sous-intrigues qui avaient été amorcées. Pire moment car un nouveau personnage y est introduit et que la situation du tour du monde ne se prétend pas à des scènes façon sitcom, on ne profite pas de son introduction, de la manière dont ses relations avec les anciens personnages évoluent, et on n'en peut plus d'attendre que ce nouveau personnage rencontre le reste du clan. 21 épisodes d'attente. C'est un peu beaucoup. Surtout si, lorsque la vraie série recommence, il ne reste plus que 6 histoires avant la fin de la saison. Bref, tout ça pour dire que, ok, cet arc-là n'est franchement pas dans l'ambiance d'une série de super-héros, mais cet arc-là n'est pas vraiment dans l'ambiance Gargoyles non plus. Voire, même s'il a l'air incongru du fait qu'il interrompt plusieurs sous-intrigues et stagne pendant longtemps, d'un point de vue thématique et stylistique, il ne jure pas tant que ça avec le reste. Déjà, ça vient résoudre le problème de la motivation limitée à la défense du territoire. Après cet arc, Goliath ne pourra plus considérer que pour résoudre un problème il suffit de le déplacer, puisqu'il a admis que le territoire qu'il doit protéger c'est le monde entier. Ensuite, Gargoyles est une série qui parle de dieux et de magie, de grandes valeurs, d'identité, de différence, et l'arc du tour du monde traite tous ces thèmes. D'ailleurs, ce qui s'y passe aurait sans doute eu plus d'importance pour la suite de la série si celle-ci s'était davantage prolongée. Ce qui fait la différence, c'est que le décor de New York n'est plus là pour faire contraste avec l'éruption du fantastique. Or, le coup du combat des titans qui se passe au sommet de la Statue de la Liberté, c'est ce qui définit Gargoyles. La série fonctionne parce que les enjeux sont introduits de manière correcte. C'est pas un Indien dans la ville. On ne joue pas ou peu sur l'aspect comique que ça peut avoir, un chevalier du Moyen-Âge en plein Manhattan, un dragon qui s'envole de Central Park, ou une bande de gargouilles adolescentes qui jouent à l'Atari 2600 et se disputent pour la manette. Tout ça est très sérieux pour eux, donc c'est très sérieux pour nous. Ce qui est haut en couleur est introduit avec une mise en scène bien classe, ce qui fait que ça paraît toujours plus esthétique que comique. Enrobons le tout avec un rythme impeccable et d'excellents dialogues et le tour est joué. Les dialogues sont très bien écrits, et même si la traduction n'arrive pas toujours à les retranscrire comme il faut, un impossible nul n'est tenu, on garde quand même de sacrément bonnes répliques en français. Payez les gens le prix qu'il faut, et ils sont prêts à marcher pieds nus en enfer. C'est particulièrement flagrant dans la manière dont Elisa arrive à expliquer en peu de mots à des gargouilles de l'an 1000 le fonctionnement d'une société qui fêtera bientôt l'an 2000. Et quel est exactement le travail d'un inspecteur? Eh bien, quand quelqu'un fait quelque chose de mal, je le découvre et je l'arrête. Qui décide de ce qui est mal? Bah, il y a un système judiciaire, des lois, des châtiments, des réparations que tout le monde décide. Elle est beaucoup moins douée quand il s'agit d'expliquer pourquoi les choses ont besoin d'un nom. Une chose n'est réelle que quand vous l'avez nommée, que vous l'avez délimitée. Non, ça n'a rien à voir, c'est juste que... Eh bien... Les noms sont indispensables. Mais ça se comprend. Cette histoire de nom est complètement insensée. Si les gargouilles étaient comme des fourmis qui ont une espèce de pensée collective, ça se comprendrait qu'ils aient pas besoin de se nommer entre eux. Mais c'est pas le cas, ils raisonnent tous de manière individuelle. Alors comment font-ils pour se passer des noms?
Eh ben en fait, il semblerait que pour faire référence à quelqu'un, chacun le désigne par un qualificatif spécifique. Mon chef, mon frère, Mon amour. mon ange de la nuit, mon garçon, ah, mon guide. Ce ne sont pas des noms, ni même des surnoms, parce que celle que Goliath appelle mon ange de la nuit, quelqu'un d'autre l'appellerait autrement. Ce n'est pas comme le gros ou le vieux qui serait le gros ou le vieux de tout le monde. Mais ça permet que tout le monde comprenne de qui on est en train de parler, à condition que le groupe soit peu nombreux et que chacun accepte de dévoiler ses rapports aux autres. C'est quand même un peu tiré par les cheveux. Ça l'est d'autant plus que c'est apparemment spécifique du clan de Goliath, cette histoire de ne pas se donner de nom. Toutes les gargouilles qu'on rencontre dans les autres pays du monde ou aux autres époques ont des noms. Bon, ok, celles d'Avalon ont été élevées par des humains, donc on les a éduquées à avoir des noms. Les 3 âmes de gargouilles prisonnières dans Coldstone se donnent respectivement des noms de personnages shakespeariens, mais ça c'est probablement dû au fait que leurs âmes sont prisonnières d'un robot programmé par Xanatos, et que ces noms ont dû leur être attribués par le programme. Mais les gargouilles japonaises et les gargouilles amazoniennes, ce sont des gargouilles normales et elles se donnent quand même des noms spontanément. Il n'y a que les gargouilles de 993 en Écosse qui déclarent n'en avoir pas besoin. Même en regardant que le clan des gargouilles de 993 en Écosse, c'est bizarre. Dans les multiples flashbacks, on apprend que Goliath s'est toujours appelé Goliath, même quand c'était son mentor qui était chef de clan. En fait, il a peut-être été nommé par les humains parce qu'il était la gargouille la plus grosse, même avant d'être le chef. Ok, mais ça paraît quand même un peu nécessaire de donner un nom à la gargouille qui communique avec les humains. Donc le vieux aurait dû avoir un nom à l'époque où il était le chef. Mais s'il en avait eu un, il aurait donné celui-là à Elisa au lieu de décider d'un seul coup qu'il allait s'appeler Hudson comme la rivière. Mais le pire dans cette histoire de nom, c'est qu'il n'y a que Hudson qu'Elisa a besoin de convaincre. Les 3 ados, ils décident spontanément qu'ils ont maintenant besoin de nom. Et n'étant à New York que depuis une nuit, ils savent déjà quel lieu de New York leur ressemble le plus et peut servir à les nommer. Oui, mais ça c'est parce que ces gargouilles sont d'une réactivité et d'une résilience hors du commun. De toute façon, comme tu l'as dit, tous les personnages sont badass, des moins importants aux principaux, gentils comme méchants. Le chef viking du début de l'histoire, qui ne devrait vraiment servir que dans l'intro, on prend la peine de lui faire une entrée digne des meilleurs méchants Disney. Attaquer un château plein de gargouilles à la tombée de la nuit, c'est de la folie, et Hakon le sait. Non, mon ami. Ce n'est pas de la folie. Mettre en doute ma raison quand je suis à portée d'oreille, ça, c'est de la folie. Même remarque pour le capitaine de la garde, il trahit des gens qui le traitent tout à fait bien et lui font vivre une vie tout à fait confortable, non pas par appât du gain, mais pour protéger une race dont il ne fait même pas partie, juste par sens de l'équité. Le mage gaffeur, celui qui lance des malédictions trop vite, on s'attendrait à ce qu'il soit traité en personnage ridicule, non ? Eh ben non, quand il voit sa princesse bien-aimée emmenée pour être égorgée, il ne se contente pas d'appeler au secours, il se libère carrément et il agit. Il agit comme un pied, mais il agit. Quant à la princesse, elle a beau être une harpie ingrate et spéciste, elle reconnaît immédiatement ses torts quand ils lui sont mis sous le nez. J'en connais qui auraient eu plus de mauvaise foi. Vous allez me dire c'est le Moyen-Âge, c'était une époque rude, on était obligé d'être badass. Mais les personnages du XXe siècle ne sont pas moins impressionnants. Bluestone, le partenaire gênant et indiscret d'Elisa, ce n'est pas un clown contrairement à ce qu'on pourrait attendre. C'est un policier compétent, qui fait des théories du complot parce que des complots existent, qui soupçonne sa partenaire d'avoir une double vie parce qu'elle en a une, et qui est vraiment très difficile à écarter quand on doit s'éclipser pour voir ses amis gargouilles. Et tout ça, c'est des personnages secondaires qui n'apparaîtront que 2 ou 3 fois dans la série. Les principaux ne sont pas en reste. Même Argyle se débrouille moins bien pour ce qui est de prendre ses repères une fois projeté 1000 ans dans le futur. Les gargouilles comprennent immédiatement que les hélicoptères sont des machines et pas des dragons, que les télés sont des tapisseries vivantes et pas des mini-mondes dans des boîtes. Au bout de 3 nuits à peine, Lexington sait se servir d'un ordinateur et Hudson comprend le fonctionnement d'une caméra. Ouais, il y a quand même des limites à leur génie. Ils sont capables de comprendre que les hélicoptères sont des machines, mais pas de comprendre le concept de fiction et de cinéma. Ça va encore, je connais un tas de gens très intelligents qui ne comprennent pas le concept de fiction. Ce que je comprends moins, c'est que s'ils étaient vraiment intelligents, vraiment soucieux d'autrui et vraiment soucieux de l'ordre et du bon déroulement des choses sur leur territoire, leur premier réflexe en se réveillant aurait dû être d'aller voir Lois Lane pour lui proposer une interview et expliquer qui ils sont, pourquoi ils sont là, quelles sont leurs intentions, et surtout qu'il faut pas avoir peur d'eux, sauf de la femelle parce qu'elle est dangereuse. C'est vrai qu'ils ne manifestent jamais l'intention de dissimuler leur existence aux humains, même pour leur propre sécurité. Ou plutôt si. Durant les premières nuits à Manhattan, Goliath explique aux 3 petits jeunes qu'ils peuvent explorer la ville mais doivent veiller à ce que personne ne les voie, parce qu'ils ne savent pas encore quels sont les dangers de ce nouveau monde. Et aller convaincre des gosses d'être prudents. Oh, quelle magnifique petite machine! Le même Goliath ne respecte pas vraiment ses propres consignes non plus. C'est un monstre! C'est pour sauver Brendan et Margot, donc il a des circonstances atténuantes. Mais puisqu'on en parle,
Je parie que vous êtes bluffé que je me rappelle que ces deux figurants que la gratitude n'étouffe pas s'appellent Brendan et Margot. Il ne faut pas. Croyez-le ou non, Brendan et Margot sont des personnages récurrents. Profitons-en pour dire que la badasserie ambiante ne concerne pas les civils à sauver, qui eux sont plutôt des figurants Marvel, ce qui dans le contexte paraît assez incongru, mais ne devient vraiment choquant que dans la saison 3. Brendan et Margot, c'est un peu Sissi dans Code Lyoko. Le destin les a franchement pas à la bonne. Chaque fois qu'une couille doit arriver à un figurant, c'est sur eux que ça tombe. C'est pas comme s'ils avaient des têtes génériques. Enfin, Brendan peut-être, mais Margot, avec son bandeau, elle est assez reconnaissable. Vu qu'à un moment donné, on les voit mourir dans le cadre, mais respawner ensuite, on pourrait croire qu'il s'agit simplement d'une paresse des animateurs qui réutilisent toujours les mêmes skins de personnages. Mais non, leurs noms sont de temps en temps réévoqués dans les dialogues, histoire qu'on en ait la confirmation que c'est bien eux à chaque fois. Ils ont simplement respawné parce que les sortilèges n'ont pas d'inertie ontologique. Le motard dont Lexington fait sauter la moto aussi est un personnage récurrent. Et lui aussi, on prend non seulement la peine de nous confirmer que c'est le même à chaque fois, mais en plus on en fait même un épisode. C'est fort quand même. Ouais, je soupçonne qu'à la base il s'agissait quand même de réutilisation de skins et que les scénaristes ont eu l'idée de génie d'en faire un gag dans les deux cas. Mais puisqu'on parle de personnages, continuons et commençons par présenter les trois petits jeunes. Brooklyn, c'est le cool. Enfin, son design est cool et quand il y a besoin d'en prendre un pour lui faire des activités d'adolescent cool, comme par exemple une course de moto, c'est sur lui que ça tombe. Mais en réalité, c'est surtout le normal. Pas le Jack William Dalton, parce qu'il a quand même une personnalité d'adolescent cool de base, mais le normal, celui qui n'a pas de centre d'intérêt particulier et du coup s'intéresse à tout. Pas de défaut particulier et du coup est désigné comme commandant en second pour quand Goliath est pas là. Brooklyn, c'est aussi celui qui n'a pas de chance avec les filles malgré ses compétences, même si ça, c'est plus développé dans le comic alternatif à la saison 3 que dans la série. C'est pas un mauvais truc, ça l'empêche de devenir un héros générique façon Tintin, et puis ça permet de le laisser avoir des problèmes d'adolescent. Lexington, c'est Jérémy. Aucune exagération. J'ai évoqué le fait qu'il savait se servir d'un ordinateur au bout de la 3e nuit au XXe siècle, en ayant comme base que les connaissances d'un guerrier du Moyen-Âge. Eh bien, 2 épisodes plus tard, il arrive à construire une moto, et 7 épisodes plus tard, il répare, customise et améliore un hélicoptère. Quand je vous dis que tous ces personnages sont des Garistou. Sinon, c'est le plus petit et probablement le plus jeune des trois, parce que c'est le plus impulsif, le plus naïf et peut-être le plus égocentrique. En dépit du fait qu'il soit un génie en informatique, il fait vraiment plus enfant que les deux autres, sans doute parce qu'il en est encore un. Broadway est assez enfantin aussi dans son genre par son côté débonnaire et gourmand. Mais ne nous arrêtons pas à la première impression. En dépit de sa corpulence, de sa voix et de son goût pour la cuisine, ce n'est pas un personnage de gros classique. Des fois, c'est même lui la voix de la sagesse. Elle avait tellement peur. Ouais, de nous. Elle avait besoin de notre aide. C'est de la même personne qu'on parle. D'après ce que j'ai vu, elle refusait notre aide. Broadway, c'est aussi celui qui est passionné par les films policiers et connaît le mieux la question. Du coup, les épisodes centrés sur lui sont les épisodes qui se rapprochent le plus de l'ambiance Batman. On le voit faire équipe avec Elisa pour arrêter des bandits tout à fait ordinaires, qui trafiquent des armes et font du racket, bref, rien qui n'implique ni magie, ni manipulation génétique, ni cybernétique, ni robotique, ni légendes anciennes, ni enfants d'Oberon. Du coup, c'est aussi lui qui sert pour les épisodes éducatifs devant parler d'un fait de société réel, comme le danger qu'il y a à laisser son arme de service à la portée des enfants. Ou l'intérêt de la lecture, même si pour cet épisode-là, il partage la vedette avec Hudson. Soit dit en passant, cet épisode est très bien. D'habitude, je déteste les épisodes éducatifs sur la lecture, parce qu'ils défendent la lecture de la manière la plus stupide qui soit. Dans les pages d'un livre, tu peux aussi bien être une princesse dans un château que la meilleure gâchette de l'Ouest. Dans les pages d'un livre, il n'y a aucune limite. Tu peux aller où tu veux, être qui tu veux. Là, en tout cas, c'est intelligent. Macbeth essaye de s'emparer des parchemins de Merlin parce qu'il croit qu'ils contiennent des formules magiques, mais à la place, il n'y trouve que le récit de la vie de Merlin. Du coup, il veut les détruire, mais Broadway, qui a dénigré la lecture pendant tout l'épisode parce qu'il n'en comprend pas l'intérêt, supplie Goliath de sauver les parchemins parce qu'il a réalisé combien il était important de pouvoir lire l'histoire de Merlin. Simple, concis, efficace et pas naïf pour dessous. Oui, mais comme on ne peut pas tenir tout l'épisode dessus, on n'a quand même pas pu éviter 2-3 scènes un peu nunuches dans la sous-intrigue d'Hudson qui n'a jamais appris à lire et ne veut pas essayer parce qu'il pense être trop vieux pour ça. Oh, si peu. Si peu. Et puisque tu l'as évoqué, restons sur Hudson. Il est vieux et fatigué. C'est lui qui, la plupart du temps, reste avec le chien pour garder le repère. Il parle beaucoup de ses compétences, qui ne sont plus aussi excellentes qu'avant, et de l'action qui n'est plus faite pour lui. Pourtant, Goliath, qu'il a connu jeune et asservi sous ses ordres avant qu'il ne lui passe le flambeau, compte particulièrement sur lui, n'hésite jamais à solliciter son soutien et ses conseils, et le respecte beaucoup.
Hudson, c'est aussi celui qui continue à parler un langage moyenâgeux, surtout en anglais, malgré le fait qu'il ait parfaitement accepté les bizarreries du siècle comme la télévision ou le fait que les femmes aient des pantalons et des flingues. Ça n'a aucune raison de le choquer, la société des gargouilles étant visiblement très égalitaire, et Hudson ayant toujours été de toute façon la seule gargouille à porter un pantalon. Certes, mais en tout cas, s'il continue à se comporter suivant les règles de conduite en vigueur au Moyen-Âge, il ne se montre jamais inadapté à la nouvelle époque. Comme tous les autres, c'est un garistou. Après avoir découvert la télévision et passé une soirée devant, il comprend immédiatement ce qu'est une caméra de surveillance et comment l'utiliser à son avantage. On réalise dans un autre épisode qu'il est toujours aussi brillant stratège qu'il a pu l'être dans sa jeunesse, voire plus. Franchement, son histoire d'être trop vieux pour aller sur le terrain, c'est plus un genre qui se donne pour qu'on lui accorde le droit d'être à la retraite. Et enfin, il y a Goliath, doublé par Cliff David en VO et Benoît Alman en VF. Disney voulait rivaliser avec Batman. La VF tâche d'être à la hauteur de cette ambition en opposant Benoît Alman à Richard Darbois. La première chose à dire sur Goliath, c'est que c'est une armoire à glace, même à l'échelle des gargouilles. Il est énorme par rapport aux autres membres de son clan, un peu comme le capitaine Crochet parmi ses pirates. Son design fait un peu penser à celui du vieux Kane de Legacy of Kain, et c'est pas idiot de penser que ce dernier en a été inspiré, vu que la série et le jeu ont quelques autres points communs, en particulier une façon commune de penser le voyage dans le temps, et Benoît Alman en VF. Du point de vue du caractère, c'est un héros assez atypique. C'est tout sauf un jeune premier, et ce n'est pas seulement l'effet Benoît Alman. Déjà, il n'est plus tellement jeune, surtout quand on pense que les gargouilles vieillissent 2 fois moins vite que les humains. C'est un guerrier dans la force de l'âge, expérimenté et clairvoyant, un peu comme Lian Shu. Mais malgré son intelligence extrême, Goliath est beaucoup plus impulsif et primaire que Lian Shu. Son côté un peu bestial était nécessaire pour camper de manière crédible son personnage de créature fantastique. Ça ne l'aurait pas trop fait s'il avait eu une personnalité humaine dans un corps de monstre. Ou plutôt, ça aurait nui à cet objectif que Gargoyles a en commun avec Digimon de camper une autre humanité. Goliath, ce n'est pas le fauve de X-Men qui est devenu un monstre. Il a toujours été comme ça. Du coup, il est très sanguin, ce qui est peut-être un peu surprenant pour un super-héros, mais doit être une qualité pour un chef de clan gargouille. Surtout que son impulsivité n'est pas due à un manque de sagesse, comme c'est le cas pour Seyar ou les autres héros impulsifs du genre. Sous ces dehors de grosses bêtes ailées qui grognent et qui griffent, Goliath est un intellectuel. La première chose qu'il pense à faire en revenant à la vie est de se renseigner sur le monde dans lequel il vit. La deuxième est de rattraper le millénaire de culture qu'il a manqué. Heureusement qu'Elisa les a logés à côté d'une bibliothèque. Et évidemment, Garistou parmi les Garistou, il est impossible à tromper. Comme on a dit, quand il perd, ce n'est pas parce qu'il a fait une erreur, c'est parce que l'autre a été plus fort. Il n'y a que 2 choses en lui qui peuvent le pousser à faire des mauvais choix. La première, c'est son échelle de valeur malgré tout basée sur des préceptes médiévaux qui feront qu'il trouvera tout à fait normal de faire usage de la violence quand son adversaire le mérite. La deuxième, c'est sa foi profonde en autrui, qui le poussera toujours à laisser le bénéfice du doute à ceux qu'il rencontre jusqu'à ce qu'il soit sûr de leurs mauvaises intentions. Dans les 2 cas, ce n'est pas de la stupidité, c'est juste une philosophie particulière dont il a bien conscience des limites immédiates, mais qu'il compte assumer jusqu'au bout parce qu'il croit en sa pertinence sur le long terme. Et ça participe à l'identité de la série en ce sens que du coup, les héros entretiennent des rapports extrêmement cordiaux avec leurs ennemis. Inutile de présenter le chien, c'est un chien. Tu es un chien. Parlons donc d'Elisa. C'est là que ça va devenir intéressant. Là, on vous a parlé de 5 gargouilles toutes plus garistou les unes que les autres, et vous pouviez encore vous dire que si ce sont des garistou, c'est parce que ce sont des gargouilles et que c'est normal pour des gargouilles, tout ça. Bah, croyez-moi, les humains ne sont absolument pas en reste. Et encore moins Elisa. Surtout pas Elisa. Elisa, c'est avant tout un flic incorruptible qui croit en son métier et compte bien l'exercer quels que soient les obstacles qu'on lui oppose. Elle ne se laisse intimider par personne, ni par les patrons de la mafia, ni par les multimilliardaires. Quand elle flaire du louche quelque part, elle va enquêter sur place sans hésiter. Elle croit à fond en son badge, en son système judiciaire et en sa devise protéger et servir. Autant dire qu'elle est, elle aussi, une sorte de gargouille moderne, en tout cas elle a exactement le même état d'esprit. Sans compter que, vu qu'elle fait partie du service de nuit, elle dort pendant le jour, ce qui est bien pratique vu ses fréquentations. Évidemment, sur le plan des compétences physiques, elle est à la hauteur de sa tâche. Elle pratique les arts martiaux et maîtrise plutôt bien l'art du déguisement. Ses compétences de tireuse ne nous sont pas vraiment montrées, série pour enfants. Mais elle a l'air de leur faire confiance et c'est pas une fille qui prend des risques. Du moins, elle ne prend que les risques qu'elle est capable de gérer, et elle peut en gérer beaucoup, même sans gargouille pour veiller sur elle. C'est pas ça qui surprend le plus chez elle. Ce qui est le plus surprenant, c'est son degré d'adaptabilité devant l'irruption du fantastique dans son quotidien. Projetez-la sans préparation dans une île mystique peuplée de créatures magiques, et il lui faut pas 10 minutes pour savoir ce qu'il y a à faire. Arthur Pendragon, roi de toute la Bretagne, on a besoin de vous. Bof, son adaptabilité a des limites. Partir faire le tour du monde en barque magique, rencontrer des extraterrestres, des monstres du Loch Ness et des golems passe encore, mais sortir avec un gars qui n'est pas de son espèce, là faut pas pousser. Écoute, t'hésiterais aussi à sa place. Sortir avec Goliath plutôt qu'avec un humain, ça implique que tant qu'elle sera avec lui en tout cas, elle doit renoncer à parler de sa vie amoureuse à ses amis et collègues, à vivre avec quelqu'un, à avoir des enfants, sans compter que c'est
pas forcément prudent d'un point de vue purement physiologique. Structure polymérique turienne à base d'acide dextroaminé. Risque d'allergie en cas d'ingestion de tissu. Réaction anaphylactique possible, donc n'avalez pas. C'est normal de mettre 65 épisodes à se décider. Et puis elle est pas la seule à hésiter, il est aussi réticent qu'elle. Non, il semble accepter ses sentiments pour elle bien avant qu'elle ne le fasse. En tout cas, il tente de discuter du problème avec elle plusieurs fois et c'est elle qui l'arrête à chaque fois. De toute façon, c'est un peu surprenant d'avoir mis cette intrigue amoureuse. Franchement, il s'agit de gargouilles, on ne s'attendait pas à ce qu'il y en ait une. Sauf si on raisonne en spectateur de séries de super-héros. Une fille se pointe avec les cheveux de Lois Lane, la curiosité de Lois Lane, le mépris du danger de Lois Lane, et en plus elle tombe d'un toit. Excuse-moi, mais ils sont trop mariés. Non, l'idée n'était ni surprenante ni mauvaise. Ce qui est surprenant, c'est la réalisation. C'est une gargouille et un super flic dans une série orientée sur le fantastique et l'épique. On s'attend à tout sauf à ce que leur relation soit... mignonne. Bah en fait c'est mignon, c'est traité comme dans un shoujo. C'est pas toujours gênant, c'est pas toujours incongru, mais parfois c'est perturbant. Franchement, au début de la série, ils auraient pu nous épargner le sourire gêné au moment où il la prend dans ses bras pour visiter la ville. Merde, vous êtes Goliath et Elisa, pas Ulrich et Yumi. Bon, reparlons un peu de badasserie pour aller mieux. Tous les personnages qu'on vient de citer ont l'air badass comme ça, mais croyez-moi, le badass ultime dans cette série, c'est Xanatos. Il ne perd jamais son calme, ne fait jamais d'erreur et ne perd, à l'instar des gentils, que parce que ses adversaires ont su être plus forts que lui. Et encore perdre est un bien grand mot. Xanatos n'admet jamais qu'il a perdu. Si son objectif principal a échoué, il relève tout un tas de conséquences positives à l'échec de cet objectif principal. La seule fois où il admet qu'il a perdu, c'est le jour où il a gagné, c'est-à-dire le jour où il a réussi à convaincre les gargouilles de l'aider en leur avouant, comble pour un méchant, qu'il est réellement amoureux de sa femme et a besoin d'eux pour la sauver. Comme être amoureux c'est un peu la honte pour un super vilain, il considère ça comme une faiblesse et ce sera le seul moment de la série où il considérera être en situation d'échec. Indépendamment de ça, il voit tout, il prévoit tout, il a toujours une vingtaine de plans de secours tout prêts au cas où celui en cours rate, et c'est pourquoi il ne doit sa puissance qu'à lui-même et à sa maîtrise de la cybernétique, de la robotique, son sens des affaires et sa capacité à se faire des alliés puissants, qui sont capables de lui donner accès à la magie et au voyage dans le temps tout en étant assez intelligents pour comprendre qu'il n'est pas dans leur intérêt de le trahir. Tant de badassitude, c'est de l'ordre du délit. En outre, il est sympathique. Attention, on le voit bel et bien tromper, manipuler, kidnapper, risquer et briser la vie des autres sans le moindre scrupule. Mais son sens de la répartie, son charisme, l'amour que lui porte sa femme et le dévouement de son assistant Owen font qu'on ne peut pas s'empêcher de le trouver sympathique. Sans compter qu'il a une vraie et sincère affection pour les gargouilles qu'il a ramenées à la vie, en dépit du fait que celles-ci s'opposent à ses actions. Il leur envoie des robots tueurs pour les tuer, puis des mercenaires surentraînés pour les tuer, puis une créature de Frankenstein. Il est vivant! Vivant! J'ai toujours rêvé de prononcer cette phrase. Puis des mutants à l'apparence de gargouilles. Et je ne parle pas du clone de Goliath. Et à chaque fois, les gargouilles en réchappent et il s'en réjouit. Évidemment qu'en bon stratège qu'il est, il doit tout tenter pour les neutraliser. Mais il les apprécie et les admire. Le jour où il invite Goliath à être témoin à son mariage, on se demande évidemment, et Goliath aussi, où est le piège. Mais au fond, il est tout à fait plausible que ça n'en soit pas un, qu'il ait réellement envie d'avoir une gargouille pour témoin. De fait, ce n'en est qu'à moitié un. Enfin, disons qu'il y a bien une idée derrière, mais le but n'est pas de tuer Goliath, ni de lui nuire d'ailleurs. Pour cause, il n'a pas réellement envie de nuire aux gargouilles. Il trouve régulièrement des prétextes pour ne pas les tuer alors qu'il en a l'occasion. Il n'a pas envie que des créatures aussi superbes disparaissent. Même s'il les a reproduits autant qu'il a pu sous forme de clones, de mutants, d'exosquelettes, de robots, il n'arrive pas à détruire les originaux. C'est un esthète. Le fait est que Xanatos a beau être un adversaire de taille et un antagoniste crédible, ce n'est pas non plus un méchant très méchant. Il est manipulateur et sans scrupules, il n'hésite pas un instant à briser des vies ou à faire des expériences sur des gens, mais il ne le fait jamais que dans un but particulier et sans vraie cruauté derrière. Ce n'est même pas qu'il manque d'empathie, c'est juste que son empathie pèse peu dans la balance par rapport à ses projets. Pour autant, il l'écoute dans la mesure où ça ne contrarie pas ses plans. Il faut dire que son objectif est d'être immortel, et c'est un objectif qui n'implique pas nécessairement de faire souffrir autrui. Et quand ça l'implique, il n'est violent que dans la mesure du nécessaire. S'il veut tester une potion d'immortalité sur un cobaye, il prend soin d'en choisir un vieux qui n'a plus grand chose à perdre en cas d'échec de l'expérience. D'ailleurs, c'est sa capacité à avoir de l'empathie qui le rend si bon manipulateur et lui permet de s'assurer le dévouement inconditionnel des gens. Témoin le frère d'Elisa, engagé comme pilote d'hélicoptère par Xanatos, à qui Elisa offre une cassette audio contenant la preuve que Xanatos ne l'a embauché que pour avoir un moyen de pression sur elle, et qui choisit de ne pas écouter cette cassette et de garder une confiance totale en Xanatos, seule personne de sa connaissance à avoir compris son besoin de reconnaissance et de respect. Ce choix lui réussira assez peu. Pour jouer le rôle du méchant très méchant, nous avons Demona. Responsable de l'extinction quasi totale de son clan et de sa race, elle est totalement incapable d'assumer cette responsabilité, et a préféré en rejeter la faute sur les humains à qui elle voue désormais une haine incommensurable. De fait, si elle s'allie occasionnellement à Xanatos quand c'est dans son intérêt de le faire, elle ne poursuit pas les mêmes objectifs.
Son but à elle, c'est d'éradiquer l'espèce humaine entière. Évidemment, elle ne s'en vante pas auprès de ses alliés humains, mais c'est là son objectif final. En attendant d'y arriver, elle ne va louper aucune occasion de torturer et de massacrer. Pour autant, son attitude vis-à-vis des autres gargouilles est presque aussi ambivalente que celle de Xanatos. Il faut dire que pendant une bonne partie de la série, elle pense qu'ils sont les derniers représentants de son espèce. Mais surtout, elle est toujours amoureuse de Goliath, et regrette sincèrement et profondément qu'il ne partage pas sa haine vis-à-vis des humains. Goliath, lui, chérit toujours le souvenir qu'il a d'elle, mais déteste ce qu'elle est devenue, et préfère Elisa qui, avec sa force et sa foi en son métier, est réellement la compagne qu'il croyait à tort avoir trouvée en Démona. Évidemment, c'est pas ça qui va atténuer la rancune de Démona envers les humains. Le plus terrible, c'est que même au Moyen-Âge, leur relation était un malentendu. Chacun croyait que l'autre lui ressemblait, mais ils se ressemblaient pas. Démona était déjà particulièrement sadique et remontait contre les humains qui faisaient preuve de mépris à leur égard, alors que, vu leur faible force physique, elle se sentait supérieure à eux. Quant à Goliath, il était déjà contre la violence. Mais son aveuglement vis-à-vis de Démona est déjà flagrant dans ces scènes. Lorsque les trois petits jeunes déclenchent une bagarre qui va leur valoir d'être consignés au sous-sol, Démona prend part à cette bagarre et se montre bien plus violente que les jeunes, mais eux seuls sont punis, pas elle. Lorsqu'ils se retrouvent au XXe siècle, ils sont tous les deux surpris et déçus de se découvrir tels qu'ils sont réellement, et sont persuadés que c'est les siècles passés qui les ont changés. Déjà, on a vu que c'était faux, d'autre part, ça n'a de raison d'être le cas que pour Démona. Elle seule a vécu les siècles passés. Quand les gargouilles se changent en pierre, elles se mettent en mode arrêt. On le voit quand l'heure du lever du soleil les fige au milieu d'une dispute, et qu'ils reprennent la dispute la nuit suivante. Pour Goliath, ce n'était pas il y a des siècles, c'était hier. Et vu que Démona, la première fois qu'elle le retrouve, lui prétend qu'elle a été changée en pierre pendant des siècles elle aussi, elle est censée faire elle aussi comme si pour elle c'était hier. Malgré ça, il n'arrête pas de parler du temps qui a passé et qui les a changés et a rendu impossible leur amour qui était si fort. C'est un peu énervant. Comme j'ai dit, le traitement des intrigues amoureuses est surprenant parce que pensez façon shoujo. Les personnages perdent leur exceptionnelle badassitude sur ce plan-là. On va dire que c'est leur talon d'Achille et que ça les rend d'autant plus touchants. Si tu veux. Mais c'est toujours exaspérant d'entendre les personnages dire des trucs faux que la narration a l'air de considérer comme vrais. Alors qu'on était là, on a vu que leur couple n'était pas viable. Comme j'ai dit plus tôt, Démona est immortelle grâce à un pacte passé avec Macbeth, le Macbeth de Shakespeare. Aucun des deux ne peut mourir, sauf de la main de l'autre, et aucun des deux ne peut survivre à l'autre. C'est pourquoi Macbeth, qui en a assez d'être immortel, débarque à New York et dans d'autres séries dans le but de tuer Démona et mettre fin à ses jours parce que franchement, il serait temps que ça s'arrête. Croyant que Démona fait toujours partie du clan de Goliath, il s'en prend au clan de Goliath dans l'espoir que Démona viendra l'affronter pour les protéger. Ce qui, comme vous savez, a peu de chances de succès. Détrompez-vous. Elle est notre ennemie. Le personnage de Macbeth et son passé commun avec Démona sont intéressants en soi, mais les scénaristes de la série n'ont pas toujours su quoi faire avec lui. Déjà, une fois renseigné sur l'absence de lien entre Démona et les autres gargouilles, il a fallu lui trouver d'autres motivations pour affronter les gargouilles alors qu'il n'est pas spécialement leur ennemi et pas tellement méchant. La technique consiste généralement à lui faire convoiter un artefact magique ancien que les gargouilles se retrouvent à devoir protéger de lui. Mais la quête de puissance semble être une motivation un peu incompatible avec le désir de mourir, qui est sa motivation première. Il s'agit à chaque fois d'objets magiques. Peut-être espère-t-il accéder à une magie puissante capable de briser le lien qu'il a avec Démona et de recommencer à vieillir normalement et tranquillement. Ou alors, il a besoin de cette magie pour la tuer et se tuer avec elle. Mais ça, ce n'est pas dit. Plus exactement, à la fin de la série, ça n'a toujours pas été dit. Il est fort possible que ça aurait été précisé par la suite si suite il y avait eu au détour d'un épisode, longtemps après qu'on se soit posé la question. Ce ne serait pas inédit dans cette série. Après tout, dans l'épisode dont je parlais tout à l'heure, où Xanatos convainc le frère d'Elisa de devenir son pilote d'hélicoptère personnel, Elisa réussit à trouver la preuve que Xanatos ne fait ça que pour avoir un moyen de pression sur elle, elle remet la preuve à son frère, elle lui explique qu'elle le respecte alors qu'elle ne le force pas à prendre connaissance de cette preuve, qu'elle le laisse choisir s'il veut le faire, le frère regarde la preuve d'un air dubitatif. Fin de l'épisode suivant est sur tout à fait autre chose. L'épisode encore suivant aussi. La sous-intrigue du frère ne sera reprise que bien plus tard malgré le fait qu'elle a fini sur un cliffhanger. À ce stade, il faut vraiment attendre d'avoir vu toute la série avant d'admettre que non, la raison pour laquelle Macbeth veut des artefacts magiques puissants alors que son but est de mourir ne sera pas expliquée. C'est vrai que le rythme de cette série est un peu particulier. D'une part, ça tient au fait que ce n'est pas une série à suivre. Enfin, pas complètement. Il vaut mieux voir les épisodes dans l'ordre chronologique. Mais si on en loupe un, ce n'est pas plus dommageable que ça. Parce qu'à part les 5 du début et les épisodes en plusieurs parties de fin de saison, les épisodes sont indépendants les uns des autres et constituent chacun une histoire autonome par rapport au reste. Ça tient d'autre part au fait qu'il y a un nombre incroyable de sous-intrigues et qu'il est d'ailleurs clair que la série aurait dû se prolonger plus longtemps afin de toutes les résoudre. Déjà, le plan de Xanatos pour neutraliser les gargouilles consiste souvent à créer des super vilains pour les affronter.
C'est aussi un moyen que trouve cette série pour créer une rock galerie à ses super-héros afin de pouvoir faire comme Batman. Or, comme j'ai dit, les épisodes sont autonomes les uns par rapport aux autres. En conséquence, il ne faut qu'un épisode aux gargouilles pour prouver qu'elles sont capables de battre le ou les nouveaux personnages. Du coup, le ou les nouveaux personnages finissent l'épisode avec un but à atteindre qui découle de leur conflit avec les gargouilles. Et comme les scénaristes ont l'air de s'être interdits de traiter 2 fois la même sous-intrigue dans la même tranche de 5 épisodes, on attendra toujours un moment avant d'avoir des nouvelles de ce personnage et de ce but. La saison 1 ne fait que 13 épisodes, mais quand on arrive à la fin, on a l'impression d'en avoir vu 26. La saison 2 est beaucoup plus longue, mais elle est bouffée par l'arc du Tour du Monde, donc c'est assez équilibré par rapport à la saison 1. Ensuite, il y a le cas particulier de la saison 3. Visiblement, cette saison 3 s'est faite sans la collaboration de l'auteur principal, et unanimement décriée pour cette raison. L'auteur en question a même fait une saison 3 alternative en version comics pour décanoniser celle de la télé. C'est vrai que les épisodes de la saison 3 sont globalement moins bons. Attention, ça reste quand même du Gargoyles. Il n'y a pas de vraie trahison stylistique ou spirituelle comme dans Men in Black, et les idées de base des épisodes sont toujours intelligentes. C'est sur le plan de la réalisation que ça pêche. Comme si les scénaristes avaient considéré qu'à partir du moment où l'idée de base est bonne, il n'y a pas besoin de réfléchir à comment elle doit être mise en place. Témoin cet épisode à la It's a Wonderful Life, où Titania, pour convaincre Goliath qu'il n'est pas si mal d'être une gargouille, le projette dans une dimension parallèle où il serait humain et où tout irait mal à cause de ça. Excellent scénario sur le papier. Sauf que dans les faits, si tout se met à aller mal dans cette réalité parallèle, c'est parce que Goliath y a été projeté sans explication, se souvient de sa réalité d'avant et fout le bordel en essayant de comprendre ce qui se passe. Donc la leçon de morale à la fin est bidon. La seule chose qu'on peut attribuer au fait qu'il soit humain dans cette réalité, c'est que Xanatos y est plus méchant. Probablement parce que l'influence de Goliath en gargouille est pour beaucoup dans son ambivalence. Bref, une bonne idée ratée. La plupart des épisodes sont comme ça. Mais j'ai quand même vu pire en matière de suite qui gâche une série. Déjà, je craignais beaucoup pour le couple Goliath et Lisa. Ils se mettent officiellement ensemble au dernier épisode de la saison 2, et en général, à cause de l'idée foireuse numéro 3, un couple qui s'est mis ensemble rompt bêtement à la saison suivante, histoire de pouvoir continuer à faire dans la tension amoureuse non résolue. Là, non. Goliath et Elisa restent ensemble. Évidemment, du coup, leur couple n'est pas tellement au centre de l'action, mais il est tout de même montré, crédible et même exemplaire pour ce qui est de surmonter les tensions du quotidien. Ensuite, la question de la communication interespèces est enfin abordée, puisque le sujet principal devient la peur que la présence des gargouilles inspire aux New-Yorkais. Bon, mal abordé. Pas d'évolution sur la longueur. Margot, qui, comme on l'a dit précédemment, ne brille pas par sa gratitude, reste une des principales détractrices jusqu'au bout, malgré le fait que personne à New York n'a été plus souvent sauvé qu'elle. Cette situation se résout d'un seul coup dans le dernier épisode, parce que les gargouilles sauvent les passagers d'un train mis en danger par le chef de l'organisation anti-gargouille, et que ça convainc miraculeusement les citoyens du monde entier de décider qu'ils ont été assez Marvel comme ça, et que maintenant ils vont être d'ici et admettre que les gargouilles étaient gentils et les protégeaient. Ouais. Mais au moins la question est abordée. Sinon, Xanatos passe définitivement du côté lumineux pour protéger les gargouilles de l'hostilité du monde. Si, pour de vrai, sans piège aucun, la série croit vraiment à la rédemption. Il faut dire qu'il est papa maintenant, le Xanatos, et que les gargouilles ont contribué à sauver son fils. Ça fait une motivation crédible pour renoncer au crime. En un mot commençant, cette saison n'est pas terrible. Mais les dégâts ne sont pas si graves que ça. Ça ne valait peut-être pas la peine de la décanoniser. Enfin, tout dépend de ce que vaut la saison 3 alternative en comics. Elle vaut rien. Non, vraiment rien. La série principale de 12 tomes est constituée en tout pour tout de 4 histoires puisqu'il faut 3 tomes pour l'équivalent de 20 minutes d'épisode. La première, c'est l'épisode 1 de la saison 3 en version comics, adapté à la scène près. La seconde, c'est un épisode d'Halloween où on fait la connerie que ne fait pas la saison 3 décanonisée. Faire rompre Goliath et Elisa pour les remettre ensemble à la fin. C'est déjà exaspérant en soi, mais le plus grave est que cette rupture sert à faire à Elisa une deuxième fois le parcours psychologique qu'elle a déjà fait à la fin de la saison 2. Tenter de sortir avec un être humain pour réaliser qu'elle tient davantage à être avec Goliath qu'à avoir des enfants et une vie amoureuse aux normes. Ensuite, il y a une histoire totalement sans intérêt à propos d'un artefact que tout le monde veut, Dieu sait pourquoi, et pour nous faire croire que l'histoire est intelligente, on nous la raconte dans le désordre, dans l'espoir que ça donnera l'impression qu'elle est compliquée. Sauf que non, et j'ai une sainte horreur des comics qui me prennent pour un con. Enfin, une histoire éducative sur Brooklyn qui remonte le temps, et découvre que c'est mieux d'étudier l'histoire que de regarder la télé, parce qu'on ne sait jamais quand un oiseau de feu géant nous enverra dans le passé. Texto. Je vous spoil pas la fin qui est ridicule. Je vous spoil pas le milieu non plus, parce qu'il n'a pas d'intérêt et qu'on n'a pas mentionné les aspects de la série qui rendent ce milieu débile. Et ensuite ? C'est tout. Enfin, il y a bien des hors-séries sur les personnages de méchants qui ont été laissés de côté pendant la série régulière, mais d'après les synopsis, ils n'apportent pas grand-chose de plus. L'intrigue des Illuminati, oubliée dans la série, est continuée dans les comics. Mais c'est vraiment ridicule, tout le monde fait partie des Illuminati et personne n'explique en quoi ils sont méchants ou gentils, ni quel est leur but.
Xanatos reste plus ou moins un méchant dans cette continuité-là, ce qui est un peu bizarre vu que les gargouilles se sont quand même réfugiés chez lui devant la haine du monde. Je sais que ces comics sont écrits par l'auteur des saisons précédentes, et qu'ils devraient être plus officiels que la saison 3 faite sans lui, mais clairement quand il les a écrits 10 ans plus tard, il avait oublié à quoi ressemblait sa série et il avait oublié comment on fait une histoire intelligente. Sans compter que toutes les bonnes idées du comic ont été piquées dans la saison 3 de la télé. Vraiment, ça n'en valait pas la peine du tout. C'est navrant parce que la série est intelligente. Intelligente et riche. Les thèmes abordés sont nombreux et profonds. Le sens des responsabilités, le fait d'admettre ses torts même quand on n'a pas fait exprès, le rapport à l'autre quand celui-ci est hostile, le pardon et ses limites. Ce n'est pas Dragon Ball Z. Les adversaires avec qui on s'est réconcilié dans l'épisode précédent peuvent redevenir des adversaires dans l'épisode du jour, pour peu que leur objectif du jour soit en inadéquation avec les valeurs morales des gargouilles. C'est rare qu'une série pour enfants démontre qu'on doit condamner les crimes même quand ils viennent de ses amis. Mais en même temps, comme on a dit, la série croit réellement, et peut-être un peu excessivement, en la rédemption. Encore une fois, Xanatos devient réellement gentil à la fin. Mais comme on a dit aussi, ça sentait qu'il aimait vraiment beaucoup les gargouilles. Il y a quand même des tests qui me dérangent un peu dans les épisodes. Dans l'arc du Tour du Monde, le point de vue des jeunes qui vont en ville pour avoir la vie qu'ils veulent est diabolisé. À chaque fois, le jeune en question, en se détournant des traditions de ses ancêtres, provoque une catastrophe. Bon, dans un monde où la magie existe, ça se défend. Mais plein de grands magiciens reconnaissent que la valeur de la science est équivalente à celle de la magie. Dans l'épisode du Canada, il y a cette morale à la Flipper et l'Opaka, alors que 3 épisodes avant, le grand mage expliquait que la science avait créé des armes plus puissantes que la magie. C'est bizarre. Bref, une série qui ne fait pas dans la demi-mesure, qui ne se retient pas, qui ose avoir des idées et les avoir jusqu'au bout, et qui, du coup, en lance plus qu'elle n'en conclut et s'égare parfois, mais qui, dans l'ensemble, sait être à la hauteur de ses ambitions et ne se retrouve jamais obligée de constater qu'elle a eu les yeux plus gros que le ventre. Une série annulée prématurément, mais malgré tout accomplie, aboutie, qui mérite qu'on s'en souvienne. C'est la nature des humains que d'avoir peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Derrière ces murs, ma proie attendait. Moebius, le gardien du temps, imposteur et éternel joueur, pour qui les êtres vivants ne sont que des pions. C'est un clone. On l'a créé avec un morceau de vous, comme on fait avec les boutures de plantes. Le fait de m'obliger à me marier me rendra au moins un service. Quand je serai reine, j'aurai enfin le pouvoir de me débarrasser de vous. Inspecteur, je suis propriétaire d'une société multinationale qui est plus grande qu'un certain nombre de pays. Vous pourrez regarder votre tracteur de l'espace demain. Ces rochers nous appartenaient longtemps avant qu'ils n'y construisent leur château fort. Oh, mais c'est un tout petit bobo de rien du tout. Irma! La trousse de secours, je vous prie. Tu as vécu à l'abri sur une île magique pendant que moi, je me suis confrontée au monde réel. D'une façon ou d'une autre, Corban ne restera pas longtemps en liberté. Voilà ce que notre donjon a arraché à son poignet. Ces interminables attaques de roues noires qui transforment systématiquement des créatures aussi pacifiques et innocentes que les Digimon en monstres doivent cesser. Oui, moi aussi. Sauf que tu n'as pas besoin de 3 volontaires. Comment ça se fait que vous avez des super places de parking? C'est eux, sans aucun doute. Mais les traces sont bien légères pour des chevaux transportant des hommes en armes. C'est bien ce qui m'ennuie. Tant qu'il en sera ainsi, nous ne pourrons prendre aucun repos. Devenir vieux vous terrifie, n'est-ce pas, Xanatos? Mais tu sais bien qu'il possède Goldorak. C'était pas un dragon, c'était une espèce de machine. Tu respires trop fort. Détends-toi. Il faut que tu fasses corps avec la terre pour qu'elle épouse tous tes mouvements. Tu es Goliath? Qu'est-ce qui nous empêche de nous en emparer et de filer d'ici en tirant dans le tas? Celui-là s'illumine. Ça veut dire que Mozenra aura bientôt une nouvelle arme magique. Pourquoi serait-ce Arthur de nouveau? Peut-être est-ce ma destinée que de manier l'épée Excalibur. Interceptez-les pour que je sois le premier à atteindre le dragon. Il ne faut pas lui en vouloir, Victoria. Richard Julian a toujours été très inquiet pour toi. Il avait peur que Thanatos te fasse kidnapper. C'est pourquoi il t'empêchait de sortir de Chichen Itza. Puis-je vous dire une dernière fois, monsieur Xanatos, que le coût de cette opération va être astronomique? Hé, Timon, mais c'est juste un bébé lion! Il faut se rappeler de 2 choses. 1. L'énergie, c'est de l'énergie, qu'elle soit produite par la science ou par la sorcellerie. 2. Oberon est vulnérable au fer. Et la soumission n'est pas toujours ce que l'on croit. Je croyais que vous étiez morte, princesse.
J'étais fou de chagrin. Fox dit que c'est le caillou qui a le plus de valeur dans le monde entier. Ne me traite plus jamais de cinglé. J'ai roulé la police, les psychiatres et même le juge. Je les ai tous roulés. Il n'existe au monde qu'un être capable de se mesurer à moi. Batman. Mais le problème, c'est le besoin en énergie des muscles des ailes. La créature devrait manger l'équivalent de 3 bœufs par jour afin de conserver toute sa force. Une supercherie. Voilà la réalité. Le métal derrière l'homme. C'est tout ce que je suis maintenant. C'est tout ce que je suis. Les humains se réveilleront ce matin. Et tout cela leur apparaîtra simplement comme le songe d'une nuit d'été. Allons voir ça sur la colline. Tu viens, Truffe?